Chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter Étienne Alliot, ici à ma droite, confrère médecin cardiologue et ancien collègue PUPH au CHRU de Nancy et à l'Université de Lorraine. Étienne Alliot a développé sa carrière hospitalo-universitaire en Lorraine. Interne des hôpitaux de Nancy, puis assistant-chef de clinique, après avoir obtenu le certificat d'études spéciales de cardiologie et soutenu sa thèse de doctorat en médecine en 1976. Il est nommé praticien hospitalier, médecin des hôpitaux en 1984, puis professeur de cardiologie et maladies vasculaires et chef de service de réadaptation cardiaque en 1985. En 1989, il devient chef de service de cardiologie à l'hôpital central du CHRU de Nancy, succédant au professeur Jean-Marie Gilles-Gonkrantz, éminent collègue qui nous a quittés le 12 mai 2024. Gilles Jeune, pour les intimes, qui en garde un souvenir émouvant comme moi-même, notamment Étienne, qui a rédigé une touchante notice nécrologique. Alors, petite histoire, ce service était localisé dans le pavillon Collinet de la Salle, à l'hôpital central, si vous connaissez, moi-même étant à l'époque assistant chef de clinique dans le service de médecine interne, médecine générale, de l'autre côté de la cour, le pavillon Roger de Videlange, et nous avons eu des collaborations régulières pour la prise en charge des patients qui nous étaient confiés. Il est ensuite nommé chef du département des maladies cardiovasculaires, puis chef de pôle cardio-médico-chirurgical, cette fois aux hôpitaux de Brabois dans le cadre de la restructuration du CHRU, fonction qu'il quitte en 2016, mais restant jusqu'à maintenant, à 76 ans, consultant. 79, oui. Heureusement. 79. Consultant donc au département, assurant, je crois, on en a parlé, de nombreuses consultations et, oui, par semaine et avec une dérogation spéciale du directeur, car en principe, on arrête ses activités à 62 ans. Alors j'ajoute qu'il a créé l'école de rythmologie au CHRU de Nancy, formant des élèves qui lui ont succédé, Nicolas Sadoul, qui est maintenant en retraite, et Christian de Chilou, toujours en activité. Et on a eu l'occasion de discuter entre nous juste avant pour dire que ce filon n'est pas épuisé et que la suite continue. Parmi ses nombreuses fonctions passées scientifiques et administratives, membre de la CME du CHRU de Nancy, président du Conseil national des universités dans sa section cardiologique, président du groupe de rythmologie de la Société française de cardiologie, administrateur de cette société, président du groupe de rythmologie de la Société européenne de cardiologie, professeur honoraire à l'Université d'Oklahoma, membre du board de la Société américaine de rythmologie. Il a aussi œuvré dans le monde du sport, notamment comme cardiologue de la commission médicale de la Fédération française de football, et il avait d'ailleurs obtenu en 1973 des certificats d'études spéciales en médecine aéronautique et en biologie appliquée au sport. Alors ces travaux scientifiques sont extrêmement nombreux, je ne ferai que résumer bien sûr et citer les principaux, en tout cas en nombre. 247 publications originales dans les revues internationales et comités de lecture, 50 chapitres dans des ouvrages pédagogiques et d'enseignement, plus de 500 communications orales ou affichées dans des congrès nationaux et internationaux. Il est l'auteur ou co-auteur de 5 livres en français ou en anglais sur la réadaptation cardiaque, les troubles du rythme cardiaque et la mort subite. Il a exercé des fonctions éditoriales dans de prestigieux journaux de cardiologie. Il a aussi été invité comme conférencier et modérateur dans les congrès internationaux de la Société européenne de cardiologie, la Société américaine de cardiologie et d'autres sociétés savantes. Il est intervenu donc comme conférencier invité sur les 5 continents et particulièrement aux USA pendant une vingtaine d'années. Il a participé à plusieurs comités de l'Académie nationale de médecine dont les travaux ont été publiés dans le bulletin de l'Académie. Il a fait partie des comités scientifiques des grands essais cliniques qui ont contribué au développement de la cardiologie dont bénéficient nos patients. Il a été jusqu'en 2016 expert clinicien en cardiologie à la direction de la pharmacie et du médicament, au ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, à l'AFSAPS, à l'ANAS qui est devenue la HAS, et près de la Cour d'appel de Nancy. Actuellement, outre ses fonctions de consultant, Étienne Alliot est professeur émérite de cardiologie à la faculté de médecine de Nancy, Université de Lorraine, et toujours actif dans des sociétés savantes que je cite, Fellow de l'American College of Cardiology, membre titulaire de la Société française de cardiologie, membre de la Société américaine d'électrophysiologie, Emeritus Fellow of the European Society of Cardiology, membre actif de International Society for Holter and Non-Invasive Cardiology, Emeritus Fellow of the Heart Rhythm Society, docteur honoris causa de l'université de Timișoara en Roumanie et président de l'association Grand Nancy DEFIB.
C'est la plus importante. Il est responsable de groupe d'experts cardiologues et de la commission médicale de la Fédération française de football. Il est aussi, depuis 1996, fondateur et coprésident du Symposium international sur les techniques ablatives cardiaques. Il aura l'occasion de nous décrire ce que sont ces techniques ablatives cardiaques. Et ce n'est pas fini. Et Étienne Alliot est aussi actif dans le monde de l'entreprise, comme conseiller scientifique du Banhook Group Nancy. Tout le monde connaît ? Non, on connaît. Non, si on ne connaît pas les groupes extraordinaires, c'est un groupe international qui a été créé il y a 22 ans par un autre cardiologue qui est un camarade d'internat, Pascal Voiriot, qui est maintenant un groupe international, qui est leader en Europe des services de sécurité cardiaque, implanté donc sur plusieurs continents. Cette triple activité à l'université, à l'hôpital et dans l'industrie de la santé fait bien sûr le lien pour la médecine avec notre colloque dont a parlé notre président, qui a eu lieu donc les 10 et 11 décembre. Last but not the least, nous avons l'honneur de le compter parmi les membres de l'Académie Lorraine des Sciences depuis 2010. Cher Étienne, je te donne maintenant la parole pour ta conférence de 40 minutes sur un sujet que tu maîtrises parfaitement et dont la portée scientifique et l'utilité de santé publique sont indéniables, l'arrêt cardiaque ou mort subite extra-hospitalier, une affaire d'experts ou l'affaire de tous. Je pense que c'est branché, là, non ? Tape dessus, là. Oui, il marche. Merci Jean-Philippe pour cette introduction élogieuse. Mes chevilles en ont gonflé, mais c'était trop élogieux. Mais ça me rappelle quand même beaucoup de choses parce que tout ça, ça m'a pris pas mal d'années et les années ont passé puisque tu m'as rajeuni. Je pense que ça marche ? Oui. Et donc, Monsieur le Président, Jean-Philippe, Mesdames, Messieurs, chers amis, donc je vais vous parler d'un sujet bien évidemment que je connais bien parce que ça m'a occupé une quarantaine d'années dans ma vie. Et j'ai entendu tout à l'heure votre président parler de conseils d'expertise et je voudrais, à travers cet exposé d'une quarantaine de minutes, je vais garder le timing, essayer de vous montrer d'un côté ce que les experts peuvent faire et ce qu'on peut faire en cardiologie pour ce type de problème, mais aussi, dans un deuxième temps, vous parler, j'allais dire avec un accent civique, pour que vous puissiez ramener chez vous, pour vos proches, quelques conseils sur ce que tout un chacun doit connaître sur la mort subite. Alors très rapidement, je pense qu'il faut commencer par lire une définition, et celle de l'OMS. Donc la définition, c'est que l'arrêt cardiaque, la mort subite ou arrêt cardiaque est une mort naturelle, marquée par une perte brutale de conscience, dans l'heure qui suit le début des symptômes, bien sûr si on ne fait rien. C'est un sujet qui a ou qui n'a pas une maladie connue et dont le moment et le mode de survenue sont tout à fait inattendus. Et donc, si vous voulez bien, en préambule, avant de vous parler de la mort subite de l'arrêt cardiaque, aussi bien chez l'expert que chez le citoyen lambda, je voudrais vous rappeler, pour que vous ne soyez pas perdus dans les dédales de la cardiologie un peu experte, quelques rappels cardiologiques simples. Tout d'abord, vous vous rappelez que le cœur se situe dans le thorax et que le cœur est un muscle. Mais ce n'est pas seulement un muscle, c'est un muscle comme tous les muscles du reste, comme le biceps, comme le quadriceps, c'est un muscle, mais il a cette propriété d'être automatique. C'est-à-dire qu'autant vous devez commander un de vos muscles pour qu'il bouge, autant votre cœur, journellement, y compris lorsque vous dormez. Tout simplement parce que non seulement il est vascularisé, non seulement il a plusieurs cavités, des valves, des oreilles, etc., mais surtout parce qu'à l'intérieur même de ce muscle, il existe un circuit électrique. Alors on ne le voit pas. Le schéma que je vous ai mis ici montre des fibres vertes, rouges, etc., qui sont des fibres musculaires qu'on ne peut pas différencier du muscle habituel. Si vous ouvrez un cœur, vous ne les voyez pas, mais c'est tout un système électrique qui part de ce qu'on appelle le sinus, et le rythme normal est un rythme sinusal, qui descend à travers les oreillettes, qui descend à travers des fils électriques spécifiques, et qui va dépolariser le cœur, c'est-à-dire envoyer une impulsion électrique qui, elle, va générer bien évidemment une contraction. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'en temps normal, vous avez ici un schéma du cœur, les oreillettes, les ventricules. Vous avez ici une structure de quelques millimètres qu'on appelle le nœud sinusal, qui est finalement le pacemaker physiologique du cœur, c'est-à-dire qui stimule très régulièrement votre cœur.
60, 70 par minute, s'accélère quand il y a besoin, et qui envoie l'influx à travers les différentes cavités et qui va générer donc une activité électrique au sein des oreillettes et au sein des ventricules avec, sur un électrocardiogramme, même si vous n'avez pas l'habitude, sur un électrocardiogramme, différents accidents. Le premier qui répond à l'activité électrique de l'oreillette, le second qui répond à l'activité électrique du ventricule. Et tout ça de façon extrêmement régulière. Eh bien, quand il y a ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire qui est la cause majeure de la mort subite, et on y arrive, eh bien, vous avez à l'intérieur même des ventricules un court-circuit électrique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être animé par une impulsion extrêmement régulière qui vient du haut du cœur, de la partie haute, eh bien, vous avez un court-circuit, ce qui fait que votre ventricule fibrille. Le mot fibriller, d'où le mot défibriller, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il trémule, il ne se contracte plus, il a une espèce de tremblement qui est totalement inefficace et qui équivaut sur le plan dynamique à un arrêt complet de la circulation. Donc c'est cette fibrillation ventriculaire dont il faut bien connaître finalement le mécanisme que je voulais vous rappeler parce qu'on va parler maintenant de défibrillation, bien évidemment. Et voilà un exemple sur un électrocardiogramme d'un patient qui a été enregistré. On voit très bien qu'au début de l'électrocardiogramme, j'ai du mal avec cette petite chose, je vais changer de main. Donc on voit très bien au début que ce que je vous disais tout à l'heure, on a des accidents extrêmement réguliers, une oreillette, un ventricule, de temps en temps un raté, et brutalement un raté qui génère cette anarchie totale, cette fibrillation, cette trémulation qui finalement est totalement inefficace au plan hémodynamique, et à partir de ce point-là, on est en arrêt cardiaque, car il n'y a plus aucun flux à travers les différentes cavités cardiaques et à travers, bien évidemment, les artères, et aucune structure périphérique, et en particulier le cerveau, n'est irriguée, et donc c'est la mort extrêmement rapidement. Et donc, pour en revenir à la mort subite, après ce préambule qui me semblait important, eh bien la mort subite est due dans au moins 3/4 des cas à la fibrillation ventriculaire. Donc la mort subite cardiaque, c'est 75-80% de la fibrillation ventriculaire. Donc sur cette diapositive, vous avez le rythme normal. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette fibrillation, voilà sa traduction. Et si on n'y fait rien, dans les 10 minutes, c'est le calme plat, c'est-à-dire la mort, sans aucune possibilité de revenir en arrière à ce moment-là. Alors voilà quelques rappels sur le mécanisme habituel, parce que bien évidemment, vous allez me dire, on peut faire une mort subite parce qu'on dissecte un vaisseau, on fait une embolie massive, on fait un problème cérébral aigu, etc. Mais dans 80% des cas, la mort subite cardiaque est liée à la fibrillation ventriculaire. Comment est-ce que ça se traite? Est-ce qu'on peut traiter cette arythmie mortelle, potentiellement? Eh bien oui, le traitement unique, c'est la défibrillation. Ça s'appelle défibrillation puisqu'on sort le patient de la fibrillation, on défibrille. Et c'est avec un défibrillateur soit externe, soit implantable. Alors, dans les milieux médicaux et à la télévision, dans les séries urgences, vous avez tous vu les gens qui faisaient des chocs à tour de bras dans les services des urgences de l'hôpital. Vous voyez que ce sont des appareils qui génèrent finalement une impulsion électrique qui génère un choc d'environ 300 joules, et on applique ça sur le thorax, et vous voyez qu'en appliquant ce choc électrique entre deux grosses électrodes sur le thorax, eh bien cette fibrillation ventriculaire s'arrête et on récupère, le plus souvent, c'est pas toujours, mais on récupère surtout quand on y va très tôt, on récupère un rythme tout à fait normal. Ça, c'est le défibrillateur externe que l'on trouve dans tous les services hospitaliers, plus particulièrement en cardiologie, mais théoriquement dans tous les services hospitaliers. On en a parlé tout à l'heure de l'arrêt cardiaque à l'hôpital, c'est un autre sujet. Mais ce défibrillateur peut aussi être implanté. C'est-à-dire qu'on va y revenir tout à l'heure, on peut implanter des défibrillateurs chez des gens, de même qu'on implante des pacemakers, des stimulateurs cardiaques, des gens qui sont à risque de faire cette arythmie. Ben forcément, s'ils sont tout seuls et qu'ils sont à risque et qu'ils font l'arythmie, ça ne va pas bien se passer. Et donc, on leur implante un défibrillateur. Pour avoir un ordre d'idée, on en implante à peu près 10-12 000 en France par an.
On en a implanté dans le service où je reste un petit peu de temps en temps en visite, j'allais dire, à peu près 200 cette année. 200 à peu près dans l'année, ça coûte quand même 10-12 000 euros pièce quand même. Et donc, c'est le défibrillateur implantable. Alors, ce défibrillateur implantable, pour ceux qui aiment la technologie, comment est-ce que ça marche ? C'est une sonde qu'on met à l'intérieur du cœur, je vous montrerai, et c'est un petit appareil qui pèse 80 grammes à peu près, qu'on met bien évidemment à la même place qu'on met un pacemaker, et il y a des batteries, bien évidemment. Il y a un condensateur qui va envoyer la décharge électrique, il y a une sonde, et au niveau de cette sonde, vous voyez, il y a une électrode qui est spiralée parce qu'il faut une certaine surface pour que le choc électrique soit efficace, et cette sonde est capable de détecter l'arythmie, d'envoyer éventuellement une stimulation parce que certaines arythmies qui précèdent la fibrillation peuvent être cassées auparavant, j'y reviendrai une minute après. Et en plus de ça, cette petite usine est capable de tout enregistrer, c'est-à-dire que quand vous l'interrogez, quand les patients viennent, qu'on les interroge, voire même lorsqu'ils ont par transmission, puisqu'ils ont généralement ces appareils-là, un petit système avec une antenne qui permet une télésurveillance, on sait exactement ce qui se passe minute après minute. On est averti s'il y a un problème. Tous les matins, les techniciennes regardent. Elles voient s'il y a eu un problème avec un défibrillateur, etc. On sait globalement tout de ce que font les patients qui ont ce type de défibrillateur implanté. Et voilà des exemples qui sont la taille d'un défibrillateur aujourd'hui. Auparavant, les premiers qu'on a implantés avec Jean-Pierre Villemot en 80 et quelques, qui pesaient, je sais pas combien, 300 grammes, on les mettait dans le ventre. Là, vous voyez, ils sont petits. On les met au niveau sous-claviculaire et vous voyez, on y relie des sondes qui descendent dans le ventricule, dont une grosse sonde qui est la sonde de défibrillation. Et vous avez une radio ici qui vous montre le défibrillateur, la sonde, avec ce qu'on appelle le coil, c'est-à-dire la sonde qui est ici une sonde beaucoup plus, j'allais dire, en tortillard, là, et qui permet de faire le choc électrique. Et donc voilà un exemple, quand on interroge l'appareil, voilà un patient qui a fait un arrêt qui serait mort, bien évidemment, s'il n'avait pas eu cet appareil. Vous voyez que l'appareil ici enregistre quelque chose de très rapide. Il enregistre quelque chose de très rapide et au bout d'un certain temps, il confirme, alors je vous passe le détail technique, il envoie un choc électrique. Là, c'est un choc électrique qui n'est plus un choc de 300 joules pour ceux qui veulent faire un peu de physique, mais un choc d'une vingtaine de joules. Et vous voyez qu'après une petite pause, on récupère un rythme normal. Alors cet appareil est capable, c'est aussi un petit clin d'œil à la stimulation, chez des gens qui font avant de faire de la fibrillation une arythmie un peu plus régulière, c'est parfois le cas, eh bien il est capable, pour éviter que les patients reçoivent le choc électrique, parce que c'est quand même un grand coup de poing dans la poitrine, enfin il vaut mieux ça que mourir, eh bien il est capable d'envoyer des stimulations. Vous voyez, il détecte ici, sur le haut de l'appareil, ici, vous voyez, il détecte une tachycardie très rapide, qu'on voit bien ici, qui se poursuit là, il envoie des stimuli, il stimule le cœur, et vous voyez qu'il casse l'arythmie et qu'il récupère un rythme normal. À supposer que cette stimulation était ineffective ou qu'elle ait transformé l'arythmie en fibrillation, bien sûr, il passe à l'étape suivante et il fait le choc électrique. Alors, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, comme le problème, et je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais puisqu'on parle un peu d'experts dans une première partie, aujourd'hui, on implante chez un certain nombre de patients un défibrillateur qui est beaucoup moins, j'allais dire, intelligent, mais qui a comme intérêt d'être un défibrillateur sous-cutané. Le problème des défibrillateurs, c'est les sondes. Les appareils fonctionnent plusieurs années sans problème, 6, 7, 8 ans, on les contrôle régulièrement. Le problème des sondes, elles peuvent se casser, elles peuvent s'infecter. Et donc c'est un problème et on a essayé depuis pas mal d'années d'avoir des défibrillateurs sans sonde. Et on a un défibrillateur qu'on implante sous la peau, qu'on laisse sous la peau. On fait un petit trou là sous la peau, on le passe et on monte l'électrode, vous voyez, le long du sternum, ce qui fait que ce défibrillateur ne peut pas avoir de problème en particulier infectieux à l'intérieur des cavités cardiaques. Il est beaucoup moins performant parce qu'il est juste capable de faire un choc électrique, mais chez des jeunes dont on ne sait pas si on mettra un défibrillateur en permanence, etc., on peut éventuellement mettre ce type d'appareil. Et je citerai un dernier outil. Lorsqu'on a des patients à risque dont on sait que le risque finalement peut disparaître parce que on va améliorer la situation cardiaque par des médicaments, etc., on peut faire ce que l'on fait là, c'est-à-dire implanter un gilet défibrillateur, c'est-à-dire que c'est un gilet
que les patients mettent généralement pendant 4 ou 6 semaines, que la sécurité sociale rembourse, généralement on le loue. Et cet appareil-là fait le même métier que les autres, c'est-à-dire qu'il détecte avec des électrodes, que vous voyez ici, 2 grosses électrodes, et puis il envoie un choc, il détecte avec les 2 petites électrodes, et il choque avec les 2 grosses si c'est nécessaire, et après 4-6 semaines, si l'état du patient le nécessite, on va lui implanter un vrai défibrillateur, sinon on ne lui implantera pas. Donc maintenant qu'on a vu les moyens de traiter la fibrillation qui était la défibrillation, en général implantable pour ce qui nous concerne, eh bien, je voulais vous parler maintenant vraiment de la mort subite, qui est un problème de santé publique, et je vous ai dit que la mort subite, c'était 80% de la fibrillation ventriculaire, si on fait abstraction des causes extracardiaques, etc. Et vous voyez qu'il y a 250 000 cas de mort subite environ, parce qu'il y a les morts subites qui sont certaines, d'autres qui sont présumées. Dans les certificats bleus, parfois, c'est pas tout à fait net. Eh bien, vous voyez qu'il y en a 40 à 50 000 par an en France. Il y en a globalement, sur la communauté urbaine ici, un peu plus de 250 tous les ans. Donc, vous voyez, le nombre de morts subites, c'est quand même pas rien du tout, puisque ça représente 40 ou 50 000 décès par an dans notre pays. Alors les causes, eh bien les causes de façon extrêmement schématique, je regarde ma pendule pour voir où est-ce qu'elle en est. Encore 25 minutes. Oh ben ça va largement, on aura le temps de discuter. Et donc, les causes, eh bien dans la grande majorité des cas, la cause est une cause coronaire. Vous voyez ici sur le schéma que je vous ai fait, vous avez en haut un tuyau qui, la flèche passe, c'est un tuyau qui est normal. C'est une artère normale, une artère coronaire normale. Vous avez au milieu une plaque dans cette artère. Vous voyez l'artère, mais le flux est ralenti. Donc c'est là souvent qu'on a de l'angine de poitrine, etc. Mais surtout, la plaque d'athérome, le cholestérol, la plaque peut se rompre. Et là, si elle se rompt, la coronaire se bouche et c'est donc l'infarctus du myocarde. Et l'infarctus du myocarde est la cause de la fibrillation ventriculaire dans 75-80% des cas. Donc globalement, le message, c'est la cause numéro 1, c'est la fibrillation, et la cause numéro 1 en nombre, c'est l'infarctus du myocarde. Donc les gens font un infarctus, c'est Krüll-Liber. La deuxième possibilité, la deuxième cause, c'est les maladies cardiaques au global, en particulier ce que nous appelons dans notre jargon les cardiomyopathies, c'est-à-dire les maladies du muscle cardiaque, que ce soit des cœurs trop gros, des cœurs trop épais, qui sont responsables de troubles du rythme. Et puis, les dernières causes, ce sont des causes qu'on appelle des causes électriques, ce sont des anomalies de l'électrocardiogramme qui sont beaucoup moins fréquentes, mais qui peuvent générer de la mort subite et qu'on retrouve surtout chez les jeunes. Et sur la plaque suivante, vous allez avoir ces étiologies-là qui vous sont résumées en fonction finalement de leur prévalence, en fonction de l'âge. Vous voyez qu'au tout début, c'est-à-dire en dessous de 35 ans, on a essentiellement des maladies du cœur ou des maladies électriques. Et si on avance, et on va avancer, et si on avance en âge, au-delà de 35, 40, 45, 50 ans, c'est quasiment toujours des problèmes coronaires. Donc chez le jeune, une maladie congénitale, électrique ou musculaire. Chez le vieux, à partir de 55 ans. Donc chez les gens plus âgés, j'allais dire, parce que sinon je suis un dinosaure, eh bien chez les gens plus âgés, c'est la maladie coronaire. Je vous avais dit que c'était un problème de santé publique. 40 à 50 000 morts par an en France, c'est plus que tabac, alcool, accident de la route, suicide. Donc c'est pas négligeable. Donc on fait des campagnes contre le tabac, contre l'alcool, on fait attention à la route, les suicides, il y a manifestement des centres d'appel, etc. Donc c'est quand même un problème de santé publique indiscutable. Alors comment est-ce qu'on va jouer? Maintenant, je vous ai montré ce que c'était, je vous ai expliqué comment on pouvait traiter, je vous ai expliqué quelles étaient les causes. Comment est-ce qu'on va se battre contre la mort subite à tous les niveaux? C'est là qu'on va voir le rôle des experts et votre rôle à vous, puisque le rôle de tous, c'est pour vous. Il y a 3 catégories de personnes qui sont susceptibles de faire une mort subite. Il y a les gens qui en aient déjà fait une. Ils ne sont pas beaucoup, mais c'est ceux qu'on a récupérés. Ils ont fait un trouble du rythme grave qui a été récupéré, que ce soit une fibrillation qui a été choquée, ou que ce soit un trouble du rythme au niveau du ventricule,
qui auraient pu dégénérer, qu'on a récupérés. Ils ne sont pas beaucoup, mais il faut les traiter. Vous avez des sujets à risque, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une maladie cardiaque, X ou Y, ils ont fait un infarctus, ils ont une cardiopathie X ou Y, une maladie congénitale, mais ils n'ont rien fait, mais ils sont à risque. Et puis vous avez la population générale, c'est-à-dire vous et moi. Alors le premier groupe, c'est ceux qui ont déjà fait une arythmie potentiellement létale. C'est le plus petit, bien évidemment, en nombre, mais c'est un groupe qui intéresse l'expert. En effet, le traitement pharmacologique, les médicaments, ça ne marche pas. On a essayé toutes sortes de médicaments depuis les années 70-75. Comparé aux défibrillateurs, il n'y a pas photo, ça ne marche pas. Alors on les utilise quand même, ça peut éventuellement favoriser la situation, améliorer une situation, mais globalement ça ne marche pas bien. L'ablation par cathéter, et là je fais une petite diversion, je vous ai parlé tout à l'heure de tachycardie ventriculaire, c'est-à-dire d'une tachycardie qui était soutenue, régulière, qui pouvait générer de la fibrillation. Et je voulais vous en montrer un petit exemple, parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, on ablate des tachycardies ventriculaires, on en ablate, c'est-à-dire qu'on les traite, parce que je vais vous montrer, environ 1000 ou 1500 en France par an, et ici, avec Christian de Chiou, qui s'en est fait le spécialiste, c'est une petite centaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas tout à fait de la fibrillation, mais c'est une arythmie, vous voyez le rythme normal, une arythmie régulière, mais au niveau du ventricule, qui est généralement très mal toléré, qui peut, comme c'est le cas sur la fin de la diapositive, dégénérer en fibrillation. Et donc, ces tachycardies ventriculaires régulières, on peut, dans le laboratoire, les déclencher et essayer de casser les circuits, parce que si le patient ne fait plus de tachycardie ventriculaire, il ne fera plus de fibrillation. Et je voulais vous montrer ce que fait l'expert, et ça, ce que j'ai fait toute ma vie, quasiment. Donc, vous avez le laboratoire avec des sondes qu'on met à l'intérieur du cœur. Vous voyez ces sondes ici. Vous avez un patient qui a une grosse sonde ici. Vous reconnaissez une sonde, il a un défibrillateur. Mais comme il faisait aussi des tachycardies, qui recevait beaucoup de chocs, on a dit on va lui enlever ce tachycardie. Alors, il a des sondes un peu partout. Et avec ces sondes, on est capable, alors de les voir bien sûr, mais on est capable de construire les structures cardiaques et à la fois j'allais dire, d'agréger des images de scanner et des images électriques. On met les sondes à l'intérieur des cavités, on se déplace, on fait 50, 70, 90 points, et on fait une carte électrique en couleur, que vous voyez, et on la mixte avec le scanner, qui est la carte anatomique, et on sait exactement où on va la se promener. Et vous avez ici un exemple de tachycardie ventriculaire. Vous voyez, on tourne en tout, et là, on arrête la scopie, on balade nos sondes. C'est un champ magnétique qui nous permet d'avoir le repérage de la sonde en 3 dimensions, au milieu d'un champ magnétique. Il y a un champ tout autour des tables, et les sondes, à chaque fois qu'on positionne la sonde, le point est repéré, on construit, et vous voyez qu'ici on a une tachycardie, c'est un circuit qui tourne, alors c'est la tachycardie ventriculaire, donc c'est un circuit qui tourne, alors c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Indigo, bleu, vert, jaune, rouge à l'envers, donc vous voyez rouge, ensuite ça tourne, ça finit, c'est violet, et vous voyez surtout qu'elle passe toujours au même endroit. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est souvent des circuits qui sont liés à des séquelles d'infarctus ou à des cardiomyopathies, à des zones de fibrose. Elle passe dans un circuit avec toujours ce mémisme. Et donc très facilement, si vous faites une ligne rouge ici, c'est-à-dire que vous envoyez de la radiofréquence, que vous brûlez globalement cet endroit-là, eh bien la tachycardie ne peut plus se faire, vous l'arrêtez. Et donc l'ablation est une possibilité d'arrêter la tachycardie ventriculaire et donc de prévenir éventuellement la fibrillation. Donc je ne dirais pas d'autre chose sur l'ablation, je voulais vous le montrer parce que c'est une technique qui est assez passionnante et qui a révolutionné un petit peu tout ça, mais il n'empêche que chez les gens qui ont fait une arythmie, quelques-uns peuvent bénéficier d'une ablation, 99%, c'est le défibrillateur automatique implantable. C'est simple, quelqu'un a fait une mort subite, 99 fois sur 100, on lui implante un défibrillateur. De temps en temps, on peut faire une ablation. Deuxième cas de figure, le sujet à risque. J'en suis où, monsieur le chronométreur? 9 minutes. Oh, 19, ça va. 19, c'est bien. Donc, sujet à risque, c'est une affaire d'expert, toujours. Le sujet à risque, c'est celui qui a une maladie cardiaque connue, ça on sait qu'il est malade, celui-là. Il a fait un infarctus, il a une cardiopathie, une anomalie électrique, mais il n'a jamais rien fait. Et donc, le traitement préventif, il est simple, les médicaments ne marchent pas,
L'ablation, on ne peut pas faire d'ablation, il n'a jamais rien fait, donc il n'y a rien à ablater. Et donc on lui met un défibrillateur, alors que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un défibrillateur passager, un défibrillateur sous-cutané ou un vrai défibrillateur. Donc il n'y a pas tellement de discussion, les sujets à risque, c'est le défibrillateur prophylactique, avec simplement un petit bémol. Et là, je ne me suis pas trop étendu, mais je voulais citer les travaux nancéens de Christian de Chiou, c'est que on implante maintenant des défibrillateurs sur un certain nombre de critères chez des gens qui n'ont jamais fait d'arythmie. Ils ont fait un infarctus, ils ont une cardiopathie, et on s'est aperçu, malheureusement, que chez ces gens qu'on implantait, il y en avait globalement plus de la moitié, voire un peu plus, qui ne se servaient jamais du défibrillateur, parce qu'ils étaient à risque, mais ils n'ont pas fait l'arythmie. Si le ciel est gris, que le matin vous partez avec un parapluie, s'il n'a pas plu, vous n'étiez pas idiot quand même d'avoir pris le parapluie. S'il est à risque, que vous mettez le défibrillateur, s'il ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de choc, c'est pas idiot de lui avoir mis quand même. On s'aperçoit qu'on en met un petit peu trop et parfois qu'on n'en met pas à ceux qui en auraient besoin. Et donc en ce moment, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de revisiter les choses. Il y a un travail ici qui est piloté par le ministère, un travail ici qui est un travail européen qui travaille surtout sur la génétique, et un travail nancéen multicentrique avec 3 ou 4 centres en France, avec Christian de Chiou qui a lancé tout ça, qui essaye de regarder si le muscle cardiaque des gens qui sont à risque n'a pas, sur l'IRM en particulier, des zones particulières qui permettraient de savoir ceux qui sont plus à risque ou pas. Donc vous voyez, les experts travaillent pour essayer d'affiner les indications. La population en général, c'est le dernier groupe, c'est vous, c'est moi. Donc c'est l'affaire de tous, on y arrive, et là le message est pour vous. Et pourquoi est-ce qu'elle est très importante, cette population générale ? Eh bien cette diapositive vous montre l'importance de la population générale. Si vous regardez l'incidence annuelle de la mort subite dans différents groupes, survivants d'un arrêt cardiaque, une chance sur 3 dans l'année de refaire un arrêt. Un infarctus très 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 grave, presque une chance sur 3 de refaire un arrêt. Population générale, moins d'une chance sur 1000 de faire un arrêt. Quasiment pas. À 250 arrêts sur 250 à 300 000 dans la communauté urbaine. Donc, le risque de faire une mort subite, moins de 1 pour 1000. Mais, regardez, combien il y a de gens qui ont survécu d'un arrêt cardiaque ? Moins de 5000. Il y en a très peu. Très peu. La population, combien on est ? 50 millions. Donc, 1 pour 1000, 50 millions, ça fait quand même 50 000 arrêts cardiaques. Alors qu'ici, des survivants d'arrêt cardiaque, c'est sûr qu'ils ont une énorme chance de faire une récidive, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5000 en France. Donc vous voyez quand même que l'importance de la population générale est fondamentale en termes épidémiologiques, puisque ça représente 50 millions de personnes qui ont, même pas 65 millions de personnes, qui ont 1 pour 1000 de chance, ça représente un nombre considérable d'arrêts. Donc c'est là-dessus qu'il faut cibler nos efforts. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va essayer de diminuer le nombre de cas, j'accélère un petit peu. Comment est-ce qu'on va diminuer le nombre de cas au niveau des citoyens ? On stratifie le risque, c'est-à-dire que, puisque je vous ai dit que c'était une maladie qui était liée essentiellement à une atteinte des coronaires, l'infarctus, vous allez retomber ici sur ce que vous connaissez tous, parce que ça a été rabâché, heureusement du reste, par la télévision et par tous les journaux qui s'occupent de santé. Eh bien, comme on ne peut pas beaucoup stratifier, j'allais dire, les gens, vous, ici, on ne peut pas vous stratifier à risque ou pas, on va vous demander de diminuer vos facteurs de risque, essayez de ne pas avoir d'infarctus, c'est encore le meilleur moyen de ne pas avoir d'arrêt cardiaque. Et donc, cholestérol, périmètre abdominal, pression artérielle, activité physique, tabac, alcool, anxiété, diabète. La lutte contre tous les facteurs de risque, c'est donc la première chose pour diminuer le nombre de morts subites. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes de prévention pour l'instant. La deuxième chose, si on ne peut pas diminuer de trop le nombre de cas, on espère qu'on les diminuera, il faut améliorer la survie. Et donc, il faut éduquer la population aux gestes qui sauvent, le massage, le défibrillateur externe automatique, et là on va y revenir, et les signes d'alerte. Très rapidement,
Il faut prendre en compte cet élément. Quand vous faites une mort subite, un arrêt cardiaque et une fibrillation atriale, si vous ne faites rien dans les 10 minutes, les gens sont morts. Donc ça veut dire que vous perdez 10% de chance toutes les 10 minutes. Donc il va falloir aller très vite. Et donc vous avez déjà vu passer ça, le message que relaye la fédération, que relayent tous ceux qui s'occupent de ce problème-là, c'est il faut appeler, masser, défibriller. Il y a 3 étapes, je vais y revenir très vite, mais je ne vais pas insister trop. Certains d'entre vous les connaissent bien. Il faut alerter rapidement, il faut masser rapidement, il faut défibriller rapidement. Puis ensuite, les relais, c'est les pompiers, c'est le SAMU. Alors la première étape, il faut alerter très vite, et il faut savoir pour alerter, appeler le 15, le 18 ou le 112, et surtout savoir appeler, ne pas raccrocher ou dire « je suis 24 avenue Général de Gaulle », on ne sait pas si c'est à Laxou, à Villers, etc. Restez au contact et donc appeler. Et surtout rester en contact. Troisièmement, le massage, il faut apprendre. Vous devriez tous savoir masser. Il faut 1h15 de formation, c'est gratuit. Et ça, tout le monde devrait savoir masser. Et en France, il n'y a que 25% de la population qui a fait un peu de formation au geste. Je ne parle pas des formations complètes de premier secours, mais uniquement du massage cardiaque. Et puis, il faut bien sûr, si vous massez, c'est très efficace parce que vous rétablissez finalement le flux dans les artères, les organes nobles, etc. Mais par contre, si vous n'arrêtez pas la fibrillation, vous pouvez masser, à un moment, ça devient compliqué. Donc, il faut... Étape suivante, défibriller. Appeler, masser, défibriller. Et là, vous avez des défibrillateurs automatiques. Il y en a un ici, bien évidemment, à la métropole, mais il y en a beaucoup, en particulier dans tous les établissements qui reçoivent du public, parce qu'il y a un décret qui, depuis quelques années, oblige tous ces établissements à avoir des défibrillateurs. Et il y en a globalement, si on prend le privé et le public, il y en a à peu près 500 à Nancy, ce qui n'est pas suffisant. Mais il y en a, ça commence à venir doucement. On a été longtemps moyenâgeux en France avec ce type d'appareil. Et ce type d'appareil, eh bien, il marche tout seul. C'est-à-dire qu'il suffit de coller les 2 électrodes sur la poitrine, point à la ligne. Point à la ligne. Un enfant de 8 ans fait marcher le défibrillateur, en un quart d'heure, il apprend. Il n'y a rien à faire, il vous parle, il vous dit « éloignez-vous, je vais choquer » ou « j'ai pas besoin de choquer, continuez de masser », il fait tout. Il marche tout seul et ça marche très, très bien. Et donc, l'idée, voilà, un défibrillateur automatique. Donc, vous voyez, il enregistre la fibrillation et de tout seul, il dit « voilà, le choc est programmé ». Il vous dit « éloignez-vous », il parle, il envoie le choc et ici, il rétablit le rythme sinusal. Et donc ensuite, il y a le relais qui se fait par les pompiers, par le SAMU, etc. Votre travail, appeler, masser, défibriller, est terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes de résultats? Si dans la chaîne des secours, appeler, masser, défibriller, il ne se passe rien, chance de survie 0. Si vous défibrillez après un quart d'heure, c'est même pas la peine, le tracé est tout plat. Parfois, ça marche, mais c'est 2%. Et plus vous appliquez l'appeler, masser, défibriller, plus vous avez des chances. Et dans certaines, j'allais dire, structures pilotes ou très favorables, vous avez jusqu'à 40% de récupération. Sachant que globalement, en France, on était à Nancy il y a une quinzaine d'années à 2%. En France à 2 ou 4, on est maintenant plutôt monté à 7, 8. On va approcher de 10 au global. Et je vous montrerai, dans certaines structures, on est mieux. Et donc, petit point important, je vous ai mis cette diapositive ici parce que si on vous parle du sujet, il y a eu un décret qui est paru en 2020 qui dit que dès que vous portez assistance à quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, vous devenez d'emblée un collaborateur occasionnel du service public et vous êtes couvert. Parce que toutes ces années où j'ai parlé de ça, on me disait, mais qu'est-ce qui se passe si le patient, la famille m'attaque? Couvert d'emblée, et il y a un décret qui l'a officialisé, parce que vous êtes collaborateur occasionnel du service public dès que vous intervenez, donc vous ne risquez pas de faire mal. Alors, aujourd'hui, je vais maintenant terminer ces 10 dernières minutes par quelques éléments, toujours de cet appelé, masser, défibriller, mais avec les progrès, comme on se travaille. Aujourd'hui, il y a des applications que vous devriez tous avoir vos téléphones, qui s'appellent Sauve Live et Staying Alive, une qui est plutôt utilisée par les pompiers, l'autre par le SAMU. Ces applications, quand il y a un arrêt cardiaque, j'ai encore eu une sonnette dimanche dernier, vous avez une alerte très forte
qui vous dit on a besoin de vous à tel endroit, et généralement il vous appelle parce que vous êtes dans un périmètre, puisque vous êtes géolocalisé, et donc on vous appelle et vous restez en contact. On vous dit où il y a un défibrillateur le plus proche, quand il y en a un. On vous dit, il faut aller, on reste en contact, en parole avec celui qui vous appelle, et on peut aller sur les lieux. J'y suis allé l'année dernière au moins 3 ou 4 fois depuis chez moi, avec des appels qui sont particulièrement performants et qui améliorent finalement les taux de succès. Alors les résultats au quotidien, et j'en termine là, dans les aéroports américains, 40%. Je vous ai parlé de 5 à 10% chez nous. 40% de succès, c'est normal, il y en a partout. Donc dès que vous écroulez en Amérique dans un aéroport, c'est pareil dans les gares en Allemagne, dans les pays nordiques, il y en a beaucoup plus que chez nous. Il devrait y en avoir un à chaque arrêt de bus, etc. Et donc 40%. Dans les casinos, il y a des caméras sur les tables, ils voient tout de suite si un gars s'écroule. Pareil, 40% survivent. Dans les collèges-lycées, 60%. On a eu quelques exemples à Lunéville. Il y a eu un gamin l'année dernière qui a été réanimé par ses collègues qui l'ont défibrillé. Donc vous voyez que c'est bien. Par contre, le registre parisien qui donne plus une idée de ce qui se passe en France, 2011-2024. Il y a eu 53 847 arrêts pendant toute cette période-là. Des arrêts. Alors, ça pouvait être des asphyxies, ça pouvait être des noyades, tout ce que vous voulez, mais des morts subites, il y en a eu 45 000. Ils en ont réanimé 20% qui sont arrivés à l'hôpital, et au final, sortis de l'hôpital, 6%. Vous voyez qu'à Paris, on est à 6% seulement. Et donc, il faut manifestement essayer de s'améliorer. Et le registre parisien nous a appris beaucoup de choses, mais on les savait déjà presque toutes. Ça survient plus volontiers chez les gens à partir de 65 ans, plus volontiers à la maison, ça c'est un problème, parce que si ça survenait au milieu d'une gare tout le temps, ça serait plus simple. À la maison, souvent on est tout seul. 70% des cas chez des hommes. Mesdames, vous avez de la chance, comme souvent dans les maladies cardiaques. 70% des cas, il y a un témoin. Donc si le témoin sait faire, c'est une chance de plus. 72% des cas, c'était des maladies coronaires. Et dans 50% des cas, il y a eu un témoin qui a fait un massage. Mais vous voyez que seulement dans 30% des cas, ils ont pu défibriller, ils ont récupéré, comme je disais, au final, 6%. Ça, c'est le registre parisien. Voilà les données de la métropole. Vous allez me dire pourquoi nous, on ne sait pas chez nous. Ben, on sait. Regardez, le registre REAC, c'est une étude qui a été faite par les SAMU. Et entre 2020 et 2022, eh bien, à Nancy, Meurthe-et-Moselle, sur ces 3 années-là, vous voyez qu'on a récupéré une activité cardio-circulatoire spontanée dans 21% des cas et que sortis après de l'hôpital, après qu'ils aient été hospitalisés, globalement, 30% des cas, c'est-à-dire que 30% de 21, ça fait 7 ou 8% de récupération. Alors, chose importante, il y a eu un travail qui a été fait par le Centre expert de la mort subite à Paris qui a montré ce qui se passait chez des gens qui faisaient une activité physique, pas des sportifs professionnels. Chez vous et moi, quand on va trottiner en forêt le dimanche. Eh bien, il y a une grosse disparité en France, mais regardez bien, il y a 2 départements, la Côte d'Or avec Montbard et le Nord, où ils arrivent à récupérer et amener à l'hôpital 45% des gens. Dans le Nord, il y a un sénateur qui a fait mettre des défibrillateurs partout, et à Montbard, en Haute-Saône, il y a une commune, le maire a fait mettre des défibrillateurs à former toute la commune. Donc, ils n'en ont pas beaucoup, forcément, des arrêts cardiaques, mais ils les récupèrent tous. Alors, le futur, et j'en termine là. Premièrement, il y a peut-être un élément important ces dernières années, à force d'analyser tout ça, peut-être il y a des signes prémonitoires. Et il semblerait que parmi les gens qui ont fait une mort subite, il y en a presque un tiers qui, la veille, l'avant-veille, ont eu des petites douleurs, des douleurs précordiales dans la poitrine, etc., un essoufflement anormal. Donc, c'est à creuser. Deuxièmement, alors à ce moment-là, on pourrait parler d'un nouveau maillon. Il est en anglais, puisqu'au départ, le maillon appelé massé et défibrillé, c'était ça. Dans les années 70, c'est appelé massé. Années 90, appelé massé, défibrillé. On pourra peut-être en 2030 anticiper, peut-être parce qu'on aura mis en évidence quelques facteurs prémonitoires cliniques de ça. J'ai vu aussi qu'il y avait une montre vendue par Google. Et ça, c'est la pub que j'ai mis en photo, qui est capable de détecter l'arrêt du pouls et d'appeler toute seule les urgences. Vous avez des Apple Watch. Moi, j'ai une Apple Watch, je fais du vélo. Je suis tombé une fois, ça a appelé les pompiers. Sans que je demande rien, mais c'était en cas de chute. Il y a la même chose, semble-t-il, pour l'arrêt de pouls
Voilà, ça c'est américain. Il semblerait qu'elle est disponible en France. Je ne sais pas si ça marche vraiment bien, mais c'est une piste. Et puis il y a ça aussi, les drones. Pour amener un défibrillateur très vite, les Suédois, depuis plusieurs années, amènent des drones sur place, dès qu'il y a un appel, s'il n'y a pas de défibrillateur dans le coin, en particulier dans les zones un peu lointaines, isolées, les campagnes, etc., ils amènent des drones. Je sais qu'à Rouen, ils en ont acheté un, je ne suis pas sûr qu'ils s'en soient servis. Et donc, je terminerai là, et je pense être dans les temps, par la commission du Lancet, qui est une revue scientifique que vous connaissez certainement. Eh bien, je l'ai laissée en anglais. Elle est pilotée par Éloi Marijon, qui a eu la gentillesse de me passer 2-3 diapos, qui est le maître à bord, qui est un jeune agrégé, qui est le responsable de la structure pilote internationale de la mort subite à Paris, à l'INSERM. Et donc, ils viennent de mettre sur pied en 2003, et c'est lui qui pilote dans le monde entier, pas tellement en Afrique, un peu en Afrique du Nord, mais en Australie, en Océanie, aux États-Unis, en Europe. Il pilote pour essayer, dans les années qui viennent, d'améliorer nos connaissances de la mort subite, la prédiction éventuelle, la survie et puis la qualité de vie, bien évidemment, après. Donc, ils développent une politique, une éducation, la recherche, etc. Ils y travaillent beaucoup. Et donc, je terminerai par ces 2 diapositives. La prise en charge de l'arrêt cardiaque en 2030, peut-être des signes prémonitoires, probablement les appareils connectés, bien évidemment savoir reconnaître et faire le massage cardiaque, le drone peut-être, même s'il y a des contraintes techniques et surtout législatives, on ne peut pas survoler partout, etc. C'est pas très facile, mais bon, bien évidemment, la connaissance pour les gens, l'approche très rapide sur les coronaires, bien sûr, la génétique qui devrait nous dire des choses, la miniaturisation des défibrillateurs et probablement l'intelligence artificielle qui commence aussi à nous aider pour nos outils. Et je termine par un clin d'œil au Grand Nancy Défib, puisque ça a été mentionné par notre ami Jean-Dominique de Corvin. Nous avons créé en 2007, oui, ça fera 20 ans en 2027, une association qui s'appelle le Grand Nancy Défib. Il y a 500 volontaires. Et l'idée, on a mis un maillon en plus de appeler, masser, défibriller. Les gens qui en font partie prennent une astreinte par commune. Chaque commune est adhérée. Les 20 communes de la métropole ont adhéré. Ils ont un défibrillateur qui se passe de main en main. S'ils sont d'astreinte, si vous êtes d'astreinte, vous le prenez ce soir, vous leur donnez pour les 3 jours suivants, et ils sont appelés préférentiellement, y compris par les applications, et ils ont déjà le défibrillateur. Donc, ils gagnent du temps, et donc, ils sont appelés de façon préférentielle. Et donc, je terminerai là-dessus. Il y a un site internet qui est www.grandnancydéfib, en vous rappelant en conclusion que rester spectateur n'a jamais sauvé une vie. Je vous remercie beaucoup. Parfait, Étienne. À la fois dans le temps, dans l'aspect pédagogique, dans l'illustration. On voit que tu maîtrises parfaitement le sujet. Et c'est un acteur, hein, vous l'avez bien vu, chez nous en Lorraine. Je pense que vous avez des questions, des demandes d'informations. Oui, bien sûr. Docteur Beck. Moi, j'aurais une question qui est un petit peu banale, mais par exemple, dans une maison de retraite, la personne qui ne se réveille pas le matin. Oui. Bah, il est mort. Il est mort. Oui. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Alors, c'est toujours pareil. Ça va dépendre. Alors, bien évidemment, si elle a fait une mort subite cardiaque par fibrillation et qu'elle n'a pas trop de tares annexes, parce que souvent, il y a une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, etc. Et ces gens-là, quand ils font un arrêt cardiaque, parce que même si on va sur le terrain, à temps, qu'on masse, qu'on défibrille, on les récupère pas tous, la preuve. Hein. Parfois, c'est rebelle, la fibrillation reprend, etc. Il y a un cœur qui est très malade. Donc, c'est pas facile de répondre. Non, c'est pas la question. C'est elle s'endort, elle va bien, elle se réveille, elle est décédée. Oui. Bah alors, elle a fait... Se réveiller et décéder, c'est sympa. Elle se réveille pas d'abord, Elle se réveille pas, pardon. mais elle a pu faire une dissection de l'aorte, une embolie pulmonaire, tout ce que tu veux, un accident vasculaire, une mort subite cardiaque. Il n'y aura qu'une solution pour savoir, c'est l'autopsie, donc, et on ne la fera pas. Donc, il n'y a pas de prévention. Bah, ça dépend comment on tourne le problème. C'est la prévention chez des gens qui n'ont pas de tare connue,
qui sont à risque de fibrillation ventriculaire et d'infarctus, mais il n'y en a pas, non? Il n'y en a pas. Si quelqu'un ici dans l'Assemblée qui n'est pas malade, qui ne se sait pas malade, fait un infarctus, s'écroule et meurt et qu'on ne le ranime pas, il n'y avait pas de prévention. Il ne fumait pas, il n'avait pas de cholestérol et tout. Mais... Donc on essaye de jouer sur cet aspect préventif. On cherche des marqueurs, mais ce n'est pas parfait, bien évidemment. Oui, monsieur. Merci déjà pour la conférence. Est-ce qu'il n'y a rien qu'on puisse imaginer comme défibrillateur, j'allais dire, domestique? Vous posez une excellente question. Vous posez une excellente question. Je suis actuellement dans un board là, qui travaille là-dessus. On m'a demandé de les accompagner. Ils ont eu des subventions comme start-up. Ils sont en train de travailler. Le problème, c'est qu'il faut des batteries. Il faut des électrodes, il faut du matériel. Donc, vous voyez, là, on les a condensés dans des petits appareils, ici, avec des électrodes intracardiaques. Donc, ce qui fait qu'en intracardiaque, avec une électrode spiralée, vous pouvez générer des chocs de 15-20 joules. Ça marche. Par l'extérieur, il faut 10 fois plus. Il faut 250-300 joules. Donc, Et actuellement, il y a une structure qui est en train de mettre sur pied, et on va tester les prototypes, je pense, ensemble chez des animaux prochainement, des petits iPads, pas plus gros qu'un petit iPad. Le prix resterait quand même... Alors, le prix d'un défibrillateur automatique, comme on met en ville, c'est un peu moins de 1 000 €. Donc, je pense que toute structure digne de ce nom doit avoir un défibrillateur, ça coûte rien. Il y a une maintenance qui n'est pas très élevée de ça. Mais ce petit appareil-là devrait, d'après ce qu'ils ont prévu, il devrait sortir, si tout va bien, 2027-28 peut-être, dans les 2-3 ans, de le vendre 600 €, 500-600 €. Mais là, ça serait quelque chose qu'on pourrait mettre dans votre sac, par exemple, qui n'est pas lourd, etc. Et tout le monde pourrait en avoir un. C'est certainement une voie de recherche intéressante. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont acquis un défibrillateur automatique externe parce qu'ils avaient des patients à risque autour d'eux, c'est, j'allais dire, le coût-efficacité, si on parle en politique de santé économique, c'est cher et ça rapporte pas trop gros, quoi. Oui. Jean-Luc Rigon. Et puis ensuite Jean-Paul Louis. Jean-Luc. Mon cher Jean-Paul, vas-y. Priorité. On va encore te féliciter pour cette conférence que je connais et que j'apprécie toujours. Simplement, les batteries, quand tu as un défibrillateur implantable, est-ce que ça dure à vie? Non. Bon. Non, c'est comme un pacemaker, un défibrillateur implantable a des batteries, il faut changer l'appareil. Bien évidemment, quand les batteries sont vides, alors les premiers duraient pas très longtemps parce que surtout, plus ils choquent, moins il y a de batterie, forcément elle se décharge. Donc aujourd'hui, un défibrillateur, j'allais dire, a une survie moyenne de 7-8 ans minimum. Ça veut dire que quelqu'un qui a un défibrillateur, on lui change tous les 8 ans et le changement de l'appareil est relativement simple puisqu'on laisse les sondes. Donc on ouvre, on dévisse les sondes, on remet le truc, ça dure un quart d'heure, hein, c'est facile ça. Voilà. Donc en effet, les piles s'usent. Hein. Et c'est la même chose pour les défibrillateurs automatiques externes qu'on met ici à la métropole. Il faut surveiller la batterie. Il y a toujours une petite lumière qui clignote. Et théoriquement, il y a quelqu'un qui passe devant tous les matins tant qu'elle clignote vert. Et il faut la changer tous les 2-3 ans. Il y a une maintenance, on regarde et on change la batterie de cet appareil. Bien sûr qu'il faut changer les batteries, mais les implanter, on change le défibrillateur. Il y a une alerte batterie basse? Non, il y a simplement la lumière. Non. Alors, la lumière, c'est pour les défibrillateurs externes. Externe, oui. Mais les défibrillateurs implantés, ils bipent. Ils bipent, c'est ça. C'est-à-dire que le patient, d'un seul coup, il se lève un matin, il entend bip, bip. Ah, il se dit, alors il sait ce que c'est, on lui a appris, et donc c'est des appareils, quand ils commencent à biper, ils survivent encore 3-4 mois. Mais donc, il a le temps de venir, etc. Docteur Rigon. Oui, que reste-t-il des aphorismes anciens, un petit peu folkloriques, comme le coup de poing sur le sternum, ou alors le massage cardiaque qui doit impérativement provoquer une fracture de côte? Alors, le coup de poing sur le sternum, j'ai jamais vu quelqu'un repartir avec, ça a toujours été écrit dans les bouquins, mais bon. La fracture de côte, c'est fréquent. Si vous massez bien quelqu'un, vous allez très souvent casser une côte. Mais qu'est-ce que c'est qu'une côte cassée si on survit, hein? Mais il ne faut pas hésiter si vous apprenez, je vous encourage à aller dans un organisme de formation, c'est gratuit, ça vous prend 1h30,
et vous pouvez sauver quelqu'un de chez vous, un ami, etc. Donc c'est fondamental. Et là, on vous apprendra à masser comme il faut, à la bonne fréquence, et surtout fort. Et on doit bien manifestement enfoncer le sternum, et parfois on le casse. Bon, c'est, on va dire, un petit avatar. Toi qui t'es occupé de médecine du sport et bien entendu des troubles du rythme cardiaque chez les sportifs, est-ce qu'on a avancé, on a régulièrement des morts subites un terrain de rugby ou autre, avancé dans la détection de ces risques chez les sportifs? Alors oui et non. C'est-à-dire que déjà, alors premièrement, je vais commencer par le sportif du dimanche qui fait une activité physique. Je vous ai montré une plaque là. Il y a à peu près 1000 décès en France par an sur un parcours de santé, quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un, etc. Quelqu'un qui fait une activité physique mais qui n'est pas sportif de métier. Donc là, il est comme monsieur tout le monde et il passe par la prévention des facteurs de risque, tabac, tension, cholestérol, etc. Pour le sportif professionnel, on a avancé. On a avancé parce que les différentes fédérations n'ont pas les mêmes recommandations, mais alors chez le sportif amateur, il y a un bilan minimal qui s'est un petit peu minimisé puisque c'est des certificats de non-contre-indication qui sont uniquement déclaratifs aujourd'hui, donc voilà. Mais par contre, dans les fédérations, moi je connais celle de football, on oblige les jeunes qui sont dans les centres de formation, je ne parle pas des équipes de France, etc., ceux-là, ils sont vus sur toutes les coutures, mais on les oblige à avoir un électrocardiogramme et une échocardiogramme avant 18 ans, qu'on renouvelle, pour être sûr qu'il n'y ait pas une anomalie électrique. C'est rare, ou une anomalie, comme parfois on voit. Alors on voit des morts subites chez le sportif, en particulier on voit des matchs de foot avec des sportifs qui s'écroulent. Alors c'est très médiatisé, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. En France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un joueur, dont je tairai le nom, professionnel, qui joue avec un défibrillateur implanté. On lui a mis un défibrillateur sous-cutané, on lui a permis de rejouer, il avait fait un arrêt bien évidemment, mais il avait fait une myocardite. Il avait une séquelle d'une maladie cardiaque, il a fait un arrêt, et quelques mois plus tard, on lui a implanté un défibrillateur, il avait récupéré, il joue. Mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a quand même un screening de tous ces gens-là qui est plutôt bon. Dans le même ordre d'idée, le dopage est un facteur de risque. Oui, absolument. Ouais. Le dopage est un facteur de risque d'infarctus. Manifestement, les gens qui prennent la cocaïne, des trucs comme ça, on voit des infarctus. Moi, j'en ai vu pas mal passer, des gens qui étaient drogués, des jeunes qui faisaient un infarctus du myocarde. Oui. Donc, ce qui dit infarctus, dit possibilité de faire un trouble de rythme grave, quoi. Tu as parlé de la possibilité de faire partie de ces gens qu'on médicalise, qui sont alertés, etc. Est-ce qu'il y a, sur un smartphone, par exemple, la possibilité de savoir où il y a un défibrillateur à Nancy ? Oui, alors théoriquement, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps, j'avais que 40 minutes 00. Donc, absolument. Si vous allez sur Internet, ça s'appelle GeoDef ou Geo quelque chose. Quand on achète un défibrillateur, si on veut aller au bout des choses, on le déclare sur ce site et il est géolocalisable. Et théoriquement, tous les défibrillateurs seraient géolocalisables. Et du reste, là, je regardais encore récemment, j'ai reçu la géolocalisation des défibrillateurs du Grand Nancy Défib, qui nous appartiennent. Il y a des points sur la carte, on sait où ils sont. Absolument, ils sont localisables. Et quand les applications vous appellent, elles devraient, dans la grande majorité des cas, dire il y en a un pas trop loin. Alors, c'est une question immédiate. On participe, on est appelé et on répond pas. Il se passe rien. Il se passe rien. Non. C'est pas opposable. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois de pas répondre parce que je me suis aperçu que l'appel que j'ai eu était passé 10 ou 12 minutes. J'ai reçu l'appel très tard et c'était à 3 ou 4 kilomètres de chez moi. Donc, avec des sens interdits, des machins, j'y serais arrivé après une vingtaine de minutes. J'y suis allé voir après, tranquillement. Bon, heureusement, c'était pas une mort subite, c'était trompé, c'était un malaise. Mais si on ne répond pas, on ne répond pas. Alors aujourd'hui, avec les applications, il y a quelques années, quand elles n'existaient pas, les gens qui étaient d'astreinte pour le Grand Nancy Défib étaient appelés par le SAMU. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 4-5 ans, juste un petit peu avant la Covid, quand le SAMU lançait un véhicule pour aller sur un arrêt, ils avaient une liste des gens du Grand Nancy Défib avec les téléphones, et ils savaient que M. Dupont était d'astreinte ce jour-là, ils l'appelaient.
Et il lui disait, il y a un arrêt, on a envoyé le véhicule là, vous habitez à 200 mètres, puisqu'il appelait les gens du périmètre, allez-y, et là, ils y allaient avec leur défibrillateur. Aujourd'hui, ça change, puisque l'application va sonner, alors elle sonne préférentiellement, on a réussi à avoir ces gens qui ont fait les applications, à avoir une petite pastille qui précise qu'on est du Grand Nancy Défib et qu'on a un DEF. Donc on s'inscrit sur les sites, c'est marqué en dessous, possède un défibrillateur. Donc ils savent qu'ils appellent ces gens-là en priorité. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est tant mieux, moi les 2 dernières fois où je suis allé, c'est qu'il y avait 5 ou 6 personnes, parce que vous n'êtes plus obligé d'être dans le Grand Nancy Défib, il suffit d'avoir l'application, si ça sonne que vous êtes 5 à l'avoir ici, on va être 5 à aller voir ce qui se passe dehors, parce qu'on l'aura. Donc c'est pas mal, parce qu'il y a pas mal de monde qui commence à bouger. Donc ça, c'est un progrès indiscutable. Alors une question subsidiaire, un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de surévaluation de la mort subite? Et en 2 mots, comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a une mort subite? C'est pas parce qu'il est inconscient. Alors, premièrement, il y a sûrement un risque de surévaluation, parce que 2 fois je suis allé, moi c'était un malaise. Et donc, mais c'est pas grave, on y va, puis on revient. Alors, il y a une surévaluation, tant mieux. Mais par contre, si vous allez à cette formation dont je vous parle, on vous appellera, on vous apprendra à appeler, on vous expliquera comment on téléphone, à masser, à défibriller. Mais avant tout ça, on vous apprendra à reconnaître. On vous apprendra à reconnaître un arrêt. Et c'est pas très compliqué. Avec, et là j'insiste, des piqûres de rappel annuelles, parce que si on vous montre ça une fois, au bout de 5 ans, vous ne saurez plus. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un ophtalmologiste à Nancy qui sait faire un massage cardiaque. C'est pas de leur faute. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas vu ça, puis ils en verront jamais. Donc voilà. Donc c'est pareil pour vous. Et par contre, on apprend dans ces sessions-là à dire, regardez, ce patient est inconscient. Premièrement, il ne vous répond pas. Vous le secouez. Deuxièmement, vous écoutez, il ne respire pas. Et puis il n'a pas de pouls, et on vous apprend à regarder ça, et on le masse. Et si on masse, alors même que c'est pas une mort subite, bah il se relèvera en vous disant arrêtez, puis c'est tout, quoi. On risque un coup de poing, quoi, en quelque sorte. Bon, puis alors, dans toutes les séries, vous savez, on palpe les carotides, hein, c'est le truc le plus simple. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Si, Jean-Pierre Luc. Comment Pardon. La der des der. Comment on peut, Ah bon, 2, d'accord. comment on peut expliquer l'échec du dit cœur artificiel? Alors, le Carmat, je me souviens au début, quand ils ont créé le Carmat, c'est Alain Carpentier qui a créé ça avec son équipe. Je connaissais sa famille, puisque c'était des spinaliens au départ. Ah bon. Et Alain Carpentier, qui était un très grand chirurgien, qui a mis en place des valves qui portent son nom, du reste, qui est un type particulièrement performant au plan mondial, a eu cette idée qui est bonne, mais c'est encore pas tout à fait au point. En particulier, il y a un risque infectieux important. Il met quand même un corps étranger, même s'il est inerte. Et alors, j'ai cru comprendre qu'ils allaient être pris quand même. Mais ça date de pas mal d'années. J'ai souvenir d'en avoir parlé avec Jean-Pierre Villemot à l'époque, qui m'avait dit « Ouais, pour l'instant, c'est trop tôt, ça va pas marcher, mais ça marchera un jour. » Moi, je pense que les idées de l'homme, la technologie, un jour ou l'autre, elle les réalise. Moi, je vois bien en médecine, on a eu des idées, on s'est dit « Ah ben, ça viendra peut-être ». La technologie avance tellement vite que... Donc, le cœur artificiel, on y arrivera. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui marche pas mal, mais c'est provisoire. C'est des assistances circulatoires provisoires. C'est ça. Alors, j'en ai pas parlé, mais à Paris, le SAMU de Paris, quand ils ont un arrêt cardiaque, comme ceux dont je vous ai parlé, dans certains cas, je précise bien, ils mettent en place une assistante sur le terrain, dans la rue. C'est-à-dire qu'ils mettent des canules dans les artères. Alors, je ne sais pas comment ils font, parce que sur le plan infectieux, ça doit être terrible. Mais il y a des assistances circulatoires, et il y a beaucoup de patients maintenant, parce qu'on greffe beaucoup moins qu'avant. Il n'y a plus de cœur, on greffe moins, mais on met beaucoup d'assistances provisoires. Et c'est des gens à qui on met une pompe provisoire, et puis qui vont pas mal. Hein. Et le Carmat, Carmat ou un autre, un jour ou l'autre, ça marchera. Oui, moi j'ai un souvenir de Carmat parce que il y avait eu un dépôt pour faire des essais, et c'était il y a plus de 20 ans. À l'époque, je dirigeais le groupe sur les dispositifs médicaux à l'AFSAPS, et on avait beaucoup discuté sur l'autorisation à donner, et puis en fait, c'est des problèmes financiers, des problèmes de rentabilité qui expliquent cela. Alors il y a encore une question. Oui, Colette. Les dispositifs qui sont dans un grand magasin, un grand établissement, ça s'ouvre tout seul, mais alors ce qui m'étonne, c'est jamais vandalisé. Peu. Oui. Ça peut parfois. Oui.
J'ai souvenir d'un, mais peu. C'est comme les extincteurs, c'est pas très vandalisé. Vrai. Pas très. Et donc les défibrillateurs, bien sûr qu'il y a des cas de vandalisme. Il y a surtout aussi, vous avez lu dans les journaux l'année dernière, ou en début d'année, il y a surtout parmi tous les défibrillateurs qui sont implantés en France, un tiers qui ne sont pas bien maintenus. Ah oui, c'est ça le problème. Et qui sont obsolètes parce que personne ne s'en est occupé, ils n'ont pas changé les piles, etc. Et ça, c'est un problème. Mais le vandalisme existe, bien sûr, mais peu sur ce type d'appareil. Bien, conférence passionnante, réponse pertinente. Bravo.